Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis, après l'intervention de mes collègues ce matin, Bruno Le Maire, Elisabeth Moreno et à l'instant Laurent Pietraszewski, je suis très heureuse de conclure cette matinée qui aura été une matinée riche en échanges et je tiens vraiment à vous remercier pour votre invitation. Et je suis très honorée de conclure cette matinée à vos côtés, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, puisque, Premier ministre, vous avez porté au nom du gouvernement une loi fondamentale sur le handicap en 2005, loi par laquelle les anciens ateliers protégés sont devenus des entreprises adaptées. Et ce changement a permis de raccrocher ces entreprises au monde du travail ordinaire. Cette loi résume au fond l'ambition que nous partageons tous et qui nous réunit ce matin, resserrer les liens qui font notre société en ne laissant personne au bord du chemin. Alors pour cela, nous avons tous le même cap, continuer à bâtir des passerelles entre deux mondes. Le monde des entreprises inclusives qui sont partenaires économiques à part entière et qui doivent continuer de grandir, et puis le monde des entreprises qui doivent voir l'impératif d'inclusion comme une nécessité, mais aussi comme une opportunité, à l'instar de celles qui se sont exprimées ce matin. Et je suis convaincue que demain, la compétitivité se fera aussi sur le terrain de ces valeurs. Alors, ministre chargé de l'insertion, avec mes collègues, je me bats pour créer cette société plus inclusive. La crise que nous connaissons depuis maintenant plus d'1 an nous a d'ailleurs tous, collectivement, poussés à revoir la manière de fonctionner, à revoir nos modes d'organisation et de production, et revoir aussi la valeur accordée à chaque activité. Alors, au moment où nous nous retrouvons sur les terrasses des cafés, eh bien, nous devons aussi veiller à ce que les liens de la cohésion de notre pays soient renforcés et nous engager à ce que la reprise économique soit réellement inclusive. Cette reprise doit se faire au bénéfice de toutes et de tous. Et pour cela, nous avons besoin de l'ensemble des acteurs présents ce matin. Et au-delà, nous avons besoin de convaincre, dans votre sillage, vos clients et vos partenaires. Alors, quelle société inclusive voulons-nous ? La société inclusive, c'est celle qui affirme que chacune et chacun a une place légitime et a des compétences à faire valoir. C'est donc celle qui permet le retour à l'activité des personnes les plus fragiles. Je pense aux jeunes en difficulté, aux chômeurs de longue durée, aux personnes en situation de handicap, aux parents isolés, aux détenus en fin de peine. Leur tendre la main, leur remettre le pied à l'étrier, c'est leur donner une dignité, c'est leur donner une place dans la vie de la nation, quelles que soient les difficultés, quels que soient les parcours de vie auxquels elles aient été confrontées. La société inclusive assure un droit à l'accompagnement vers l'emploi sur tout le territoire, en permettant de lever les obstacles qui entravent le retour à l'emploi. C'est pour cela que nous déployons le service public de l'insertion et de l'emploi. Le SPIE, c'est la solution pour éviter le parcours du combattant. C'est une solution d'accompagnement efficace dans la proximité, puisqu'elle est pensée localement et en fonction des besoins à toutes les personnes en difficulté. Et puis enfin, la société inclusive, c'est celle qui lutte contre l'assignation à résidence, en combinant mobilité géographique et mobilité sociale. Alors c'est au nom de cette société que je veux développer des solutions de mobilité plus solidaires. Parce que, et je l'ai remarqué dès que j'ai été nommée ministre de l'Insertion, le manque de mobilité constitue réellement l'un des principaux freins à l'insertion dans l'emploi. Une personne sur deux en insertion déclare avoir déjà refusé un travail ou une formation pour des raisons de mobilité. C'est pourquoi 12,5 millions d'euros y sont consacrés
dans le cadre du plan de la relance inclusive que j'ai lancé au mois d'avril dernier. Et j'ai également doublé la garantie de l'État sur le microcrédit lié à la mobilité pour permettre notamment l'acquisition de véhicules, le financement du permis de conduire, le financement de l'assurance. Et puis, je dois vous dire qu'il y a des résultats. Il y a des résultats sur ce chemin vers une société plus inclusive. Parce que dans cette crise sans précédent, ma mission a été de protéger les entreprises inclusives et de leur permettre de se développer, de leur permettre de se transformer pour maintenir l'emploi et aussi pour créer de nouveaux emplois. Fin août 2020, j'ai ainsi débloqué 320 millions d'euros à ce titre pour maintenir l'emploi et pour créer de l'emploi dans le domaine de l'insertion et dans le domaine des entreprises adaptées. Ce plan nous a ainsi permis de financer plus de 3 500 projets, créateurs de 45 500 emplois nouveaux. 2 300 projets et 34 000 créations d'emplois dans les structures d'insertion par l'activité économique et 1 200 projets, soit 11 500 créations d'emplois dans les entreprises adaptées en 2021 et 2022. Et vous savez, derrière ces chiffres, il y a des personnes, il y a des familles, des personnes et des familles à qui on donne ou on redonne de l'espoir. Alors oui, les entreprises inclusives sont essentielles dans la lutte contre le chômage de longue durée. Elles redonnent confiance aux personnes en les réhabituant aux réflexes du monde du travail, au code du monde du travail. Je pense aux 5000 entreprises inclusives, structures d'insertion par l'activité économique et aux entreprises adaptées. Et je pense aux 180 000 salariés en insertion ou en situation de handicap qui ont ainsi été préservés. Récemment, j'ai lancé l'acte 2 de ce plan de relance inclusive et notre feuille de route est la trajectoire qui a été fixée par le président de la République pour atteindre 240 000 personnes en insertion par l'activité économique d'ici 2022. Un nouveau budget de 150 millions d'euros est ainsi prévu cette année. Je voudrais prendre l'exemple des entreprises adaptées qui emploient aujourd'hui 40 000 personnes en situation de handicap. Plus de 11 500 emplois supplémentaires vont être créés en 2021 et 2022, soit un chiffre jamais atteint, du jamais vu dans notre pays, dans le domaine des entreprises adaptées. Et puis en parallèle, je me bats aux côtés du garde des Sceaux pour créer des entreprises adaptées dans le milieu pénitentiaire. Et là aussi, nous sommes ambitieux. Nous voulons créer, puisqu'il n'y en a pas encore, nous voulons créer 10 entreprises adaptées en milieu pénitentiaire d'ici la fin de cette année. Il s'agit, vous le savez, du retour hors les murs à une vie sociale et professionnelle et réussie. Et puis il s'agit aussi d'éviter le risque de récidive. D'ailleurs, dans cet objectif, nous avons aussi pour ambition de multiplier par 2 le nombre de structures de l'insertion par l'activité économique dans les prisons d'ici la fin de cette année, soit de passer de 9 entreprises à 18 d'ici fin 2021. Mais au-delà, nous devons encore et collectivement aller plus loin, parce que chacune et chacun d'entre nous, d'entre vous, peut apporter sa pierre pour bâtir cette société inclusive. Les entreprises inclusives doivent ainsi assurer aujourd'hui leur transformation. Elles doivent développer des stratégies de filière et puis aussi se positionner sur les secteurs porteurs. Porteurs aujourd'hui, je pense par exemple à l'aide et aux soins à la personne, je pense à la transition numérique, je pense également à la transition écologique. Ce sont tous des secteurs qui sont soutenus d'ailleurs par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. Notre enjeu collectif, c'est que la connexion entre les deux mondes s'établisse. Alors, à votre tour désormais de devenir les partenaires, de devenir les clients de ces entreprises inclusives.
en les regardant comme des prestataires à part entière, porteurs de services compétitifs. Et pour ce faire, eh bien, nous aidons tous les acheteurs à identifier les entreprises inclusives à travers la plateforme de l'inclusion que nous avons créée et qui facilite cette mise en relation. Alors, je compte aussi sur vous pour faire connaître ces offres de services inclusives à tout votre environnement, à tout votre écosystème. Mesdames, Messieurs, nous partageons une même conviction, celle que les personnes vulnérables ont toutes droit à un accompagnement effectif vers l'emploi. En achetant inclusif, nous permettons de développer les structures de l'inclusion et de créer de l'emploi. D'ici 2022, je forme le vœu que le recours aux achats inclusifs soit devenu un réflexe. Ainsi, nous aiderons les personnes à développer des compétences et nous les aiderons à rebondir. Mais surtout, vous consolidez et nous consolidons la cohésion sociale et territoriale qui fait la force des grandes nations. Je vous remercie. Voilà un discours de ministre qui fait chaud au cœur. Et donc, je suis très heureux d'avoir entendu Brigitte s'exprimer ainsi, car elle montre bien l'essentiel, c'est que l'inclusion, c'est une valeur. Et que cette valeur-là, il faut qu'on la monte un peu dans la République, parce qu'il faut éviter qu'elle soit enfouie dans les pesanteurs bureaucratiques, administratifs et tout ce que l'on peut multiplier comme pesanteur dans notre pays. Merci à Julien Guéniche, le coordinateur général du handicap, de m'avoir invité, d'avoir engagé avec moi des discussions sur ces sujets pour participer aux côtés de Brigitte Klinkert à ce 10e anniversaire, qui est pour moi un moment très très fort. Et vous comprendrez que j'ai une pensée émue pour Jacques Chirac à cette occasion, parce qu'il faisait partie des gens pour qui l'inclusion était vraiment une valeur fondamentale de la République. Et il avait vraiment cette vision, après son tour de France en 94-95, de la fracture sociale. Et quand j'y repense, quand je vois la priorité qu'accordait Jacques Chirac à la fracture sociale dans cette société de 2002-2005, qui était, semble-t-il, moins fracturée que la société d'aujourd'hui. Et donc, que la priorité soit la cohésion sociale en 2002 nous fait dire combien il s'agit là d'un combat qui est autre chose qu'une politique parmi toutes les politiques d'un gouvernement. On est là sur l'essentiel, et l'essentiel de quoi? L'essentiel de la République. Car au fond, la valeur de l'inclusion, c'est la valeur centrale de la République. Au fond, la République, elle a comme promesse 1 égale 1. C'est encore plus fort que la démocratie, d'une certaine manière, où la majorité l'emporte sur la minorité. Mais certes, la grandeur de la République démocratique, c'est justement de s'occuper des minorités. Et que 1 égale 1. Et donc, on voit bien que ce qui a été l'essentiel de la cohésion sociale, Jacques Chirac m'avait dit à l'époque, les retraites, les retraites comme élément majeur de justice, notamment entre le secteur privé et le secteur public, et puis les personnes atteintes par le handicap, et notamment prolonger cette loi Giscard-Chirac. Ils ont de temps en temps fait des choses ensemble, et ils ont fait notamment la loi de 75, qui a été prolongée par celle de 2005 avec les avancées dont la ministre a parlé à l'instant. Et puis, il y a eu cette terrible canicule
qui est venu imposer d'autres priorités qu'on n'avait pas eues en tête au départ de l'action, et notamment la solitude des personnes âgées et les difficultés naturellement des personnes handicapées. Et donc, je veux parler juste en quelques mots, puisqu'on n'en est pas loin, de cette idée que nous avions eue à cette époque, cette idée de la solidarité qui était exprimée par une journée de travail des Français pour les personnes âgées et les personnes frappées du handicap. Ce sujet a fait beaucoup de débats. Aujourd'hui, 20 ans après, 50 milliards ont été consacrés à cette action pour les personnes âgées et les personnes handicapées, qui ont été dans une caisse contrôlée par la Cour des comptes, avec l'argent affecté, et qui, au total, au fond, sont une implication budgétaire majeure qui ne fait pas recours ni à l'impôt ni à la dette. Et je pense que ce qui est important, et je m'arrête là sur l'histoire du passé, mais c'est d'avoir quand même tous ensemble, pour cette valeur d'inclusion, le souci, la volonté d'innover, d'inventer, et d'avoir des structures, y compris ministérielles, comme la vôtre, pour lancer des idées nouvelles et pour apporter des procédures nouvelles. Parce qu'au fond, les fractures vont plus vite que les solutions. Et ce qu'était la fracture sociale et qui s'ajoute aujourd'hui à la fracture territoriale, à la fracture digitale et toutes les fractures que nous voyons, on voit que notre monde aujourd'hui est sous tension, que ça craque dans un grand nombre d'endroits, et donc que la multiplication des fractures exige de plus en plus d'actions et d'actions innovantes, bouleversantes, renversantes, qu'il nous faut inventer pour essayer de combattre le virus mortel pour la République, qu'est l'exclusion. Le fond de l'affaire est là. Dans l'ancien Premier ministre, ancien, ça veut dire libre. Donc je parle très très librement. Et je veux vous dire quand même que le sujet de l'inclusion, c'est un sujet grandement politique. Pas politique au sens partisan, mais politique au sens où il faut défendre démocratie et République. Les Américains, qui ne sont pas des gens parfaits dans bien des circonstances, et qui, sur le plan géopolitique, nous posent des rapports de force quelquefois compliqués. Néanmoins, ils nous ont donné une belle leçon au cours des dernières élections. Ils avaient un populisme, je le qualifie comme ça, c'est une opinion personnelle, on peut partager ou pas, mais ils avaient un président qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne convenait pas, qui a quand même réussi à faire 4 millions de voix de plus à la sortie qu'au départ. C'est-à-dire que ce n'est pas une force politique secondaire. Quelqu'un qui gagne 4 millions de voix sur 70 millions à l'occasion de son mandat, c'est une certaine force. Et comment cette force a-t-elle été démocratiquement écartée? Elle a été écartée par l'inclusion politique. Elle a été écartée, qui s'appelle la participation démocratique et républicaine. Et c'est parce que M. Biden est capable de monter à 80 millions de voix que les 74 millions de M. Trump sont insuffisants. C'est-à-dire pour nous qui entendons de temps en temps dans les sociétés, il y a tellement de fractures qu'il faut mieux s'abstenir, qu'il faut mieux partir, que tout ça est compliqué, que tout ça ne marche pas, que tout ceci et cela. Si on s'en va, on voit bien que c'est les systèmes qui nous rassemblent, qui sont des systèmes qui sont terriblement menacés. L'inclusion, elle est au cœur d'un projet républicain qui fait que la participation et au fond la capacité d'évolution puissent être une priorité pour nous tous. Et donc, je voudrais insister auprès de vous pour qu'on voit bien que l'inclusion devient une valeur centrale qui fait que les entreprises inclusives, que toutes les démarches, et notamment toutes les démarches qui sont, je dirais, périphériques à l'insertion. Car l'insertion, c'est un travail. Ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Ce n'est pas ce qui se trouve entre la formation et l'emploi comme ça. C'est tout un univers qui est en fait une construction, une architecture. Et cette architecture-là, elle a besoin d'innovation, elle a besoin de moyens, elle a besoin de puissance, mais d'abord, elle a besoin d'être comprise. Et on peut être inquiet dans notre système aujourd'hui social d'organisation, dans lequel on voit des phénomènes qui ne servent pas forcément cette articulation qui est une articulation très
très humaine au fond, et que l'affaiblissement des corps intermédiaires, d'une part, et d'autre part, les systèmes de communication directe et les réseaux sociaux, d'autre part, font que tout ce qui est corps intermédiaire peut être aujourd'hui extrêmement fragilisé. Et qu'est-ce que c'est qu'un corps intermédiaire? Un corps intermédiaire, c'est un coude, c'est une articulation pour éviter la fracture. C'est ce qu'il y a entre le poignet et le coude pour éviter la fracture du bras. Et la société, si elle n'a pas d'articulation, si elle n'a pas des politiques d'insertion, qui sont des politiques et des politiques inclusives dans bien des domaines, qui sont des politiques faites par des corps intermédiaires, on aura du mal à organiser le tout globalement et de manière nationale. C'est pour ça que je crois qu'il faut bien réfléchir aux réformes, parce que défendre la République, c'est aussi la réformer, c'est aussi la faire vivre, c'est aussi de la rapprocher du citoyen, c'est aussi de lui donner plus de force. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il nous faut bien mesurer que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce contact direct entre le leader ou les forces leaders et le citoyen, on cherche tous d'une certaine manière, avec nos réseaux sociaux, avec les journaux télévisés et aujourd'hui avec des émissions sur YouTube particulièrement puissantes, on cherche toujours le contact direct avec le citoyen. Mais ce contact direct, quand on est sur des mondes massifs, il n'est pas toujours favorable à ce travail artisanal d'orfèvrerie qui est souvent le travail de l'inclusion. Parce que celui qui a été frappé d'exclusion, il a un mal qu'on doit essayer de mesurer, de maîtriser pour pouvoir l'aider à retrouver la force qu'il a en lui. Et donc, nous avons dans cette logique-là, d'abord, un grand besoin de décentralisation. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on essaie de penser que notre République et notre démocratie républicaine sera en danger si on reste toujours centralisé. Car à un moment ou à un autre, les gens se sentent exclus de tout ce qui se passe. On a vu les gilets jaunes, on a vu l'exclusion comme ça de ce qui est au fond des gens qui ne se sentent pas directement associés à ce qui se décide. Et donc il n'y a pas 36 solutions sur ce sujet. Il faut garder l'essentiel qui peut être régalien et qui était au fond l'essentiel entre les mains de ce qui est la conscience nationale. Et puis il faut alléger le national pour donner localement à des pouvoirs, certes politiques, décentralisation, mais également société civile, pour que les choses puissent se traiter au plus près des individus. Et ça, on a besoin de faire des efforts, chers amis, sur ces sujets-là. Parce que j'ai souvent vu des organisations, y compris des organisations sociales, qui vont chercher la puissance dans la nationalisation de leur action. On a vu des batailles entre organisations, y compris sociales, qui avaient besoin de l'échelon national pour l'existence, mais étaient ainsi souvent localement fragilisées. Je crois qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'on va continuer à donner les moyens économiques de soutien aux entreprises, aux régions, et ne pas donner la responsabilité du chômage aux régions? En tout cas, responsabilité partielle. C'est un bon sujet d'avenir pour vous. Personnellement, je n'engage que moi, mais je suis libre. Je vous parle franchement du fond de mon cœur, comme un militant de l'inclusion. Au fond, celui qui a les moyens d'aider à l'emploi, qu'il soit responsable aussi de la gestion de l'emploi. Et je ne comprends pas pourquoi Pôle emploi est centralisé et nationalisé et que l'action économique est, elle, décentralisée. On doit donner la responsabilité à ceux qui ont tous les moyens d'agir et qui peuvent agir à leur niveau pour assumer la responsabilité. Car ce que demande aujourd'hui la République, c'est de partager la responsabilité et que cette responsabilité soit diffusée. Mais ce qui est très dangereux, c'est de donner aux gens un certain nombre de moyens et qui n'assument pas la responsabilité de ces moyens et qui ne puissent pas valider leur propre action. Et c'est de la même chose sur un plan fiscal d'ailleurs, ou tout ça. Quand les impôts sont nationaux et la dépense est territoriale, alors naturellement, le territorial se plaint toujours du national. Mais il faut qu'on puisse se plaindre de la ressource si, localement, elle n'est pas décidée de manière juste ou de manière puissante. Et donc, il y a, je crois, vraiment une nécessité importante aujourd'hui à penser que pour l'inclusion et pour lutter contre l'exclusion, il faut rapprocher les systèmes pour qu'ils soient plus efficaces et aussi pour qu'il y ait plus de liens.
Notre société aujourd'hui est en train de se verticaliser et de tout cela, au fond, dans un premier temps, le politique peut y trouver satisfaction. Dans un second temps, la complexité des sujets, la complexité des situations fait qu'on ne pourra pas globalement traiter des problèmes sociaux comme ceux de l'insertion si on n'a pas une connaissance humaine. Il y a un humanisme de l'insertion, il y a un humanisme de l'inclusion qu'il nous faut essayer de trouver. Et donc je pense qu'il faut chercher là à ce que l'inclusion soit aussi une valeur politique. Et donc il faudra se poser la question, pour moi, de la décentralisation. Il faut se poser la question, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un système politique qui est choisi à un instant T, et puis pendant 5 ans, on ne touche à rien? Est-ce que ça peut être une forme aujourd'hui? Les États-Unis, là encore, ont des midterms et des élections législatives. Est-ce que nous, c'est un bon système que d'avoir le président élu qui, au fond, puisque c'est sa dynamique qui crée l'élection législative, qui nomme le député, donc on a un système qui apparaît aux gens figé pour 5 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas des élections de midterm, des législatives? Finalement, la cohabitation, ça n'a pas été un drame comme ça dans le passé. Enfin, j'en sais débat, parce que l'inclusion politique, c'est aussi un sujet très important. Il ne faut pas que les citoyens soient loin de tout cela, parce qu'autrement, on n'a plus de dynamique. Et pour moi, je pense qu'on aurait des élections législatives qui auraient lieu en mi-terme. Eh bien, finalement, ça permettrait un débat politique, ça permettrait aussi, ça contraindrait ceux qui sont élus d'agir très vite, parce qu'il faudrait qu'ils aient des résultats très très vite, et donc de prendre les priorités rapidement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que l'essentiel d'un quinquennat est fait dans les 3 premières années. Et donc, il y a un certain nombre de sujets de cette nature qu'il faut essayer de travailler. Par exemple, il y avait une idée qui est dans ces inclusions démocratiques intéressantes, qui est le tirage au sort. Le tirage au sort, il ne faut pas le condamner, il n'est pas forcément contradictoire avec la fonction représentative. À condition, naturellement, que de mon point de vue, on ne demande pas au tirage au sort d'élaborer des projets qui sont complexes. Ne tuons pas l'expertise, ne tuons pas les nécessités pour un pays d'avoir des administrations de haut niveau et de qualité. Ne faisons pas croire qu'il suffit d'arriver dans une salle et qu'on va traiter les questions de transition écologique comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on met les experts autour et c'est les experts qui dominent la politique. En revanche, que par exemple, on ait des citoyens qui interrogent le gouvernement directement. Je trouve que les questions d'actualité, les questions de thème qu'on a à l'Assemblée et au Sénat, il en faut. Mais on en a beaucoup. Et au fond, pour les citoyens, très souvent, ils se sentent exclus de ce débat. Ça a l'air un débat un peu professionnel entre les uns et les autres qui discutent entre eux. On aurait de temps en temps des assemblées tirées au sort où les gens poseraient leurs questions au ministre, interrogeraient les gens sur leurs douleurs, sur ce qu'ils pensent. Mais on ne leur demanderait pas de nous conclure en quelques semaines un grand projet. Il faut leur soumettre une sorte de capacité à pouvoir exprimer toutes les opinions sur tous les sujets, toutes les demandes, mais pas forcément l'élaboration de tous les projets. Donc il faut trouver des questions comme ça. Il faut travailler sur le fait que l'inclusion, c'est ce qui va protéger l'idée républicaine. Car nous sommes quand même aujourd'hui menacés. Je sais bien que je parle ici à un public qui est dans un système qui est bien organisé, qui est bien pensé, qui réfléchit beaucoup. Mais regardons tout autour de nous. Et croyez-vous que les régimes autoritaires, qui sont en train de devenir un peu dominants sur la planète, ont des colloques comme celui-ci, que ce que vous avez organisé? Donc ça, si on veut le protéger, il faut aussi qu'on pense à faire en sorte que nos systèmes existent. Et ces sujets-là, est-ce qu'on ne pourrait pas en discuter aussi avec des systèmes démocratiques qui sont différents des nôtres? Est-ce qu'on parle avec la Corée du Sud? Est-ce qu'on parle avec le Japon? Est-ce qu'on parle avec Israël? Est-ce qu'on parle avec l'Allemagne? Oui. Avec la Belgique? Oui. Avec un certain nombre. Il faut parler avec tout le monde, parce qu'au fond, les démocraties sont très, très variables. Mais de faire en sorte que, comment peut-on faire de l'inclusion cette grande valeur démocratique? Alors, déjà, ce qui est très important, c'est de faire ce plan de relance qui est très important, parce qu'au fond, il faut montrer des avancées. Et il faut montrer des directions et puis des innovations, parce que je connais beaucoup d'exemples d'entreprises qui sont dans ces logiques-là et qui apportent des idées nouvelles, des comportements nouveaux et qui donnent au fond ce dont on a tous besoin, c'est-à-dire de l'espoir et des résultats. Voilà, ce que je voudrais simplement vous dire en conclusion, c'est que au fond, sans vouloir être
partisan au sens politicien du mot, mais de vous dire vraiment que l'inclusion mérite mieux que d'être une donnée technique, que d'être une politique technique. L'inclusion est une valeur politique. Celui qu'on met aujourd'hui sans lien, celui auquel on impose la solitude, celui auquel on le prive de cette dynamique, de l'ouverture aux autres et tout ce qu'on isole, parce que pour lui, les circonstances ont été telles qu'il se trouve en situation de rupture, la nécessité de créer du lien, l'objectif de tisser des liens, c'est, je crois, ce qui est très important. Mais naturellement, comme le dit l'origine du mot, Edgar Morin développe souvent ce mot-là, le mot complexe, la complexité, c'est créer des liens. Et ce qui veut dire que créer des liens, ça demande des organisations qui sont complexes. Et ce n'est pas toujours les systèmes les plus simples, voire les plus simplistes, qui sont les plus pertinents. Tout ce qui est humain est quelque chose qui ressemble à de l'orfèvrerie, à un artisanat d'art. Et donc ça demande la gestion de la complexité, et ça demande au fond la valeur qui vous réunit tous. Ça veut dire qu'en toutes circonstances, et ça notre société sur ce sujet est quelquefois menaçante, et les réseaux sociaux sont aujourd'hui sur cet aspect-là très faible, c'est la valeur du respect. Et au fond, le respect, il doit être une exigence pour nous tous. Et le respect, dès qu'il y a un manque de respect, il y a un début de violence. Et dès qu'il y a un début de violence, il y a des potentialités de guerre. Et donc, au fond, les choses se combattent, il faut combattre la violence, et la seule façon, c'est par le respect. Et le respect, c'est le début de l'inclusion. Je vous remercie. Monsieur Raffarin, vous êtes un homme libre. Alors, j'en profite tout à l'heure en ouverture de cette journée. Maurice Lévy évoquait les quotas. Vous parlez de systèmes peut-être simplistes. En tout cas, lui disait on a 6% aujourd'hui et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut réinventer aujourd'hui une politique d'intégration au-delà de cette question des quotas, en l'occurrence pour les personnes handicapées ? Alors je pense qu'il faut en effet avancer. On voit bien que toutes les politiques de quotas sont des politiques initiales. Je vois par exemple sur le plan politique, les élections municipales ont eu un changement formidable quand on est allé à la parité. Et ça a été quelque chose qui était très difficile au départ, parce qu'au départ, les réservoirs potentiels n'étaient pas les mêmes. Mais vite fait, les choses se sont adaptées. Oui, on a dit la même chose avant la loi Copé-Zimmermann aussi, absolument. où on disait que c'était impossible et que le réservoir n'était pas là. Ce qu'il faut, c'est que sur ces sujets-là, il faut vivre avec la société. La société, quelquefois, réagit vite, ce qui a été le cas de l'insertion des femmes dans la vie politique locale. Il faut encore travailler le national, mais on voit bien qu'il y a eu des choses qui sont faites. Mais comme la société évolue, il faut aussi avancer. Et donc, il faut toujours penser à des mécaniques nouvelles, parce que le fond de l'affaire, c'est que il nous faut, y compris sur les questions que vous avez développées ce matin, territoriales, il nous faut combattre, parce que les fractures, elles sont presque plus créatives que nous. Et donc il y a un combat de créativité entre les fractures et nous. Et donc s'inventent des choses. Je vois bien qu'on fait des efforts. Je voyais bien que le président d'Orange a donné des chiffres ce matin qui sont très convaincants. J'ai écouté ça. Donc c'est très bien, mais je vois aussi que sortent des nouvelles technologies, et puis il y a la 5G qui arrive après la 4e, et donc à chaque fois qu'arrive quelque chose, on a des batailles à inventer. Il y a de nouvelles personnes qui sont laissées sur voilà, de côté. Et donc c'est pour ça que c'est un combat permanent. En fait, vous savez, en 68, Paul Ricoeur disait il faut créer des universités en planche pour qu'on puisse les rebâtir en permanence, parce qu'il ne faut pas faire un béton immobile. L'inclusion, c'est un peu ça, quoi. L'inclusion, il faut la créer en capacité de se renouveler en permanence, parce qu'elle est en compétition avec les fractures, et les fractures ont un rythme de diffusion assez rapide. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur l'ancien Premier ministre, merci infiniment d'avoir clôturé cette journée.